Bonjour à toutes et à tous, donc ravi une nouvelle fois de vous accueillir ici même en plein cœur de cette salle de cinéma qui va devenir, je me répète mais c'est important, le théâtre pendant 2 jours, donc de ces rencontres et de ces assises autour du volontariat. Ce matin nous avons parlé bien évidemment de la difficulté et des solutions, pourquoi pas, pour que les employeurs puissent effectivement découvrir le métier de sapeur-pompier volontaire, entre autres, et je tenais à remercier une nouvelle fois la qualité des échanges et tous les intervenants qui sont venus donc sur cette scène. Cet après-midi, nous allons parler d'un dossier là aussi et d'une thématique ô combien importante, reconnaissance et appartenance. Pendant pratiquement 2 fois 20 minutes à peu près, des personnes que je vais vous présenter dans quelques instants vont donc venir pour débriefer sur les ateliers sur lesquels ils ont travaillé, et juste après, j'aurai l'occasion d'animer une table ronde avec quatre personnalités qui viendront me rejoindre ici même pour parler justement de reconnaissance et d'appartenance. Alors ravi d'accueillir, et je vais m'effacer devant le talent de toutes les personnes qui vont monter sur scène, et je vous invite bien évidemment à les applaudir pour les accueillir, à commencer par Mathieu Boutineau. Où est-il, Mathieu? Le voici. Bonjour Mathieu, les rapporteurs de ces deux thématiques. Mathieu, vous mettez où vous voulez, il n'y a aucun souci. On peut applaudir Sylvain Lavinsky qui n'est pas avec nous, mais on peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Merci. Alain Rubio est ici, le voici Alain, et on peut l'accueillir aussi, s'il vous plaît. Enzo Valentin, alors Enzo n'est pas là, mais il est excusé, et bravo pour son travail aussi. Marc Touvenin, voici Marc. Alors toutes les personnes qui montent sont vraiment les chevilles ouvrières de ce beau projet autour bien sûr de la reconnaissance et de l'appartenance. Tanguy Nguyen qui est ici. On est ravi d'accueillir aussi Cédric Escudero, que voilà, qui est un habitué de la scène maintenant. C'est 2 fois sur scène, Cédric, dans la même journée, bravo. Marie Simion, Marie est ici. Bonjour Marie, bienvenue. Et Sébastien Rigaud. Et pour terminer ce joli tour de table, voici Frédéric Béraud. Madame, messieurs, écoutez, je vous laisse. Qui va démarrer? On va démarrer par quoi d'abord? On va démarrer d'abord par j'imagine, la reconnaissance. La reconnaissance. Vous avez des micros, je vous laisse ce micro bien sûr. Je m'efface, je suis là. S'il y a le moindre souci, je peux bien sûr intervenir. Qui démarre? Ouais, fonctionne. Ouais. Bonjour à tous. Donc, dans la restitution qu'on va faire, la première partie va être principalement donc, sur la restitution de notre groupe de travail. On vous a disposé des QR codes un peu partout. L'objectif de ces QR codes, vous en avez par rangée, vous en avez au fond, vous en avez sur les portes, etc. C'est vraiment que vous puissiez interagir sur la première partie, celle où on vous présente les restitutions, que vous puissiez poser des questions. Nous, elles s'afficheront systématiquement devant nous. Et donc l'objectif, c'est qu'on réponde au maximum à ces questions-là. Comment on a travaillé? Donc le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises. On a pris systématiquement les extractions des questionnaires qu'il y avait et on a travaillé autour des propositions qui étaient faites, autour des demandes des sapeurs-pompiers volontaires. Et donc on va vous donner un petit peu ce que ça a représenté. Concrètement, aujourd'hui, dans tout ce qu'on vous présente, c'est vraiment issu du questionnaire, du groupe de travail, de ce que nous avons fait. À aucun moment, qu'on soit clair, c'est un engagement de la direction ou de la part du conseil départemental. C'est réellement quelque chose que nous, aujourd'hui, on propose. Et derrière, on verra avec le temps l'évolution qui est donnée. On va pour ceux qui ne l'ont pas, on va vous afficher le QR code. Si on peut juste afficher le QR code. Non, t'en vas pas. Si tu peux afficher le QR code, s'il te plaît. Pour ceux qui ne l'ont pas. Le principe est simple, ça va en fait vous dire, une fois que vous l'aurez scanné, vous aurez la possibilité de répondre ou de poser la question au moment où vous l'avez. C'est juste, ça vous renvoie sur un site qui s'appelle WooClap. Et au moment où vous aurez besoin, vous pourrez poser la question que vous voulez, elle s'affichera pour nous, pas à l'écran, mais elle s'affichera pour nous juste devant. C'est bon, si on peut lancer le diaporama, s'il te plaît.
celui d'à côté. Ah ouais, parfait. Vas-y. C'est lui qui le passe. Vas-y, hein. La souris est trop loin. Vas-y, au pire, passe-le. Ouais. Donc par rapport à ce qu'on a vu au niveau du QR code, du QR code donc, qui va vous permettre de poser des questions, ça va être sur ces 4 grandes parties. Donc toujours pareil, quand on s'est réunis sur les centres de secours, on a fait le choix évidemment systématiquement de se déplacer, pas de rester sur un seul centre, d'aller sur les différents groupements, avec pour objectif systématiquement, dès qu'on était sur un centre, d'avoir les gens du centre de secours ou des centres de secours aux environs, qui viennent également pour se coller au groupe de travail, pour compléter un petit peu notre travail et apporter d'autres éléments qu'ils n'auraient peut-être pas eu sur le questionnaire et de réagir à ce qu'on avait fait. De là se sont dégagés donc ces grands leviers, ces 4 grands leviers. On va vous détailler, donc on va reprendre chaque grand item qui sont sortis et vous les expliquer un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si on n'a pas été clair sur les explications de ce qui était recherché. Merci Marc. Du coup, on va passer directement sur le premier levier, humains et sociétaux. Donc, qu'est-ce qu'on a pu recueillir comme information suite à ce questionnaire? Le premier point, c'est la proposition d'avoir un annuaire des SPV du CIS pour se connaître. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de mieux connaître les agents à l'intérieur d'un même CIS, en citant par exemple les professions des gens ou leurs différentes compétences pour mieux se connaître. On peut imaginer aussi développer cet annuaire peut-être au niveau plus largement du département, mais la première étape étant de se connaître même dans un CIS, qu'on se rend compte que dans les grands CIS, on ne connaît pas forcément ce que fait le voisin. Sur le deuxième point, on avait la reconnaissance du SPV dans le monde du travail. C'est quelque chose qui a été discuté un petit peu ce matin, mais les employeurs ne savent pas forcément qui est SPV chez eux, et ça peut être intéressant qu'ils le sachent, qu'ils puissent aussi bâtir dessus pour de la formation, pour avoir des gens comme ça comme référents sécurité, prévention. Donc il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, d'après le sondage qu'on a pu faire. Je te laisse la suite, Marc. Pour la partie, donc pouvoir former aux gestes qui sauvent, au niveau de la formation, nous avons eu une réforme donc en juin 2024, c'est pas vieux, qui aujourd'hui impose à ce qu'un scénario pédagogique soit écrit par une institution pour des personnes qui voudraient former aux gestes qui sauvent, qui ne sont pas formateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un levier assez important. On a des gens qui sont pompiers, qui sont dans leur entreprise, en fait qui ne sont même pas reconnus SST, alors qu'ils sont, j'ai envie de dire, pompiers au quotidien. C'est quelque chose qui peut déranger, surtout quand l'employeur derrière lui dit est-ce que tu ne pourrais pas me former les gens? Et donc derrière, il y a une demande claire sur ça, c'est de pouvoir former aux gestes qui sauvent au niveau de leur entreprise. Et par rapport à ça, alors c'est quelque chose de réalisable tout simplement en ayant un scénario pédagogique qui est écrit, puisque chaque institution, chaque association doit créer son scénario pédagogique, le faire valider au niveau de la Direction Générale de la Sécurité Civile, et ensuite, effectivement, il y a possibilité pour des gens qui ne sont pas formateurs de secourisme de former aux gestes qui sauvent. Donc aujourd'hui, soit par l'institution, soit peut-être par l'union départementale à côté, mais il y aurait cette possibilité pour les gens qui ne sont pas formateurs. Voilà, au niveau de la connaissance des agents par l'état-major, voilà, sur le levier humain, beaucoup d'agents nous remontent, en fin de compte, pas un fossé, mais en fin de compte, ils aimeraient bien que la hiérarchie passe un peu plus dans les centres de secours pour connaître. Alors c'est plus facile d'un côté de connaître les officiers, et le groupement et le SDIS, et à l'inverse, c'est plus difficile pour les officiers de connaître tous les agents, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait quand même une différence. Ils aimeraient bien que certains officiers supérieurs ou officiers passent au niveau des centres de secours pour échanger avec les agents directement, voilà, par le biais de communication, voilà, autour d'un petit café ou autre, mais ça serait intéressant pour eux de pouvoir bénéficier de cet échange. Ça serait très important pour eux. J'enchaîne sur la cérémonie des retraités. Bon, vu sur les assises, les différentes cérémonies qu'il y a, c'est vrai que la reconnaissance qu'on a par rapport aux retraités qui viennent de prendre vraiment leur fin d'engagement, il serait intéressant aussi de pouvoir faire une revalorisation, une cérémonie honorifique pour
pour vraiment apporter cette reconnaissance qu'ils méritent après tant d'années au service du département et des pompiers. Donc ça reste intéressant de pouvoir quand même les honorer aussi par les années qu'ils ont fait. Sur la partie, donc les deux dernières parties, médaille de reconnaissance SDIS 31 et valorisation du engagement 5 ans, la médaille de reconnaissance SDIS 31 était une proposition de manière à ce que le SDIS crée sa propre médaille pour récompenser les volontaires par rapport à leur investissement. Alors ça n'entend pas forcément que de la disponibilité, ça peut être sur de la disponibilité, ça peut être sur de la formation, ça peut être potentiellement sur des engagements divers, mais aujourd'hui concrètement les gens pensent qu'en termes de reconnaissance effectivement, d'avoir une distinction, que le SDIS reconnaisse leur engagement différent des autres, effectivement, quand il y a cet investissement. Ce qui va avec, effectivement, la valorisation du engagement à 5 ans. Aujourd'hui, il y a les médailles à partir de 10 ans. Un objectif serait quand même d'avoir, au bout de 5 ans, quand on renouvelle son contrat, donc pour la première fois, une lettre faite, notamment certainement par le directeur, pour avoir la possibilité d'être remercié déjà dès 5 ans, d'avoir fait ces 5 premières années, de se réengager, de repartir sur ce projet-là. Merci Marc, on peut passer au slide suivant s'il te plaît. Merci. Puisqu'on parlait des cérémonies, on peut continuer sur les cérémonies pour le label employeur. Donc on en a vu ce matin, ce qui remonte de nos études, c'est qu'il serait intéressant de mettre ces employeurs uniquement face à des pompiers, mais aussi face au monde de l'entreprise au plus global. Donc à voir comment le faire, mais que ces entreprises qui reçoivent le label employeur soient, on va dire, affichées au sens positif, devant d'autres employeurs ou des pairs d'autres sociétés, on va dire. Donc c'est un axe à creuser pour que ça soit plus reconnaissant et qu'on ait peut-être un peu moins l'impression que ça se fait entre nous et que ça soit rendu un peu plus public. Sur la partie point employeur pour utilisation des moyens SDIS, donc ça c'est suite à des échanges qu'on a pu retrouver au niveau de départements voisins. C'est un principe où en fait, je vais vous donner un exemple, vous avez l'employeur qui va mettre à disposition son employé sur un jour, il aura potentiellement 100 points, qui va le mettre sur une semaine, il aura 600 points. Et l'objectif étant que demain, la petite entreprise, par exemple, qui a quelques points, souhaite faire une réception. Il n'a pas de salle, il a juste son petit local. Il a la possibilité de demander aux SDIS en fait, d'avoir une salle, peut-être avec un principe de service traiteur qui lui coûtera 400 points. Ou alors il a un principe de sa toiture, il ne sait pas en quel état il y a une fuite, l'équipe drone pour 800 points qui va aller voir, donc ça fait manœuvrer cette équipe-là, et qui va aller voir l'état du toit, lui donner les clichés derrière. L'utilisation de caméras thermiques pour la partie isolation. Et voilà, l'objectif étant que l'employeur se retrouve, en fait, plus il va mettre effectivement son salarié à disposition, et derrière, il y aura effectivement un retour réellement de la part du SDIS. Au niveau de la reconnaissance par les pairs, il y a beaucoup d'agents qui remontent le fait que beaucoup de travail a été fait au sein des centres de secours pour la reconnaissance, la complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Donc effectivement, il y a beaucoup de centres où la complémentarité existe. Il y a encore du travail, donc en termes fonctionnels et opérationnels et peut-être administratifs, c'est intéressant de vraiment que cette complémentarité soit complète dans beaucoup de centres. Je sais que le chemin est long, alors ça je vous dicte comme on me l'a dit, le chemin est long, mais on sent que ça peut arriver, mais on doit encore fonctionner, le service doit encore fonctionner pour pouvoir vraiment compléter toute cette partie-là qui permettrait de valoriser le volontariat dans les casernes mixtes notamment. Mais également les centres purement volontaires, où en fin de compte il ne faut pas faire trop de différence au niveau de la reconnaissance. Dans les leviers structurels et matériels, donc dans les éléments qui sont remontés, nous avons les moyens du SDIS pour le confort en centre d'incendie et de secours. Aujourd'hui, sur les centres de secours volontaires notamment, effectivement, s'équiper d'une cuisine va être aux frais de l'amicale ou en fait tout ce qui va être pour le confort en termes de télé, en termes de siège, en termes de ce genre de choses, fontaine à eau. Quelque chose qui devrait être
concrètement, qui est vu comme une possibilité pour le SDIS d'améliorer le confort dans nos centres de secours, sans que pour autant ce soit des moyens amicaux qui soient mis en œuvre, de manière en fait à ce que les gens soient bien dans le centre de secours. Si on est bien dans le centre de secours, on y est plus présent, on y passe plus de temps, on se retrouve plus facilement. Alors merci Marc, on retrouve dans cette idée d'augmentation de disponibilité des agents la possibilité d'avoir des espaces de coworking aménagés dans les CIS. L'idée étant, soit au lieu de louer un emplacement pour travailler quand on est dans son entreprise ou qu'on va en développer une, être capable d'avoir tous ces moyens, on va dire informatiques, disponibles dans les casernes et les bureaux. On peut imaginer aussi derrière ça la possibilité d'avoir du télétravail dans les casernes. Et donc tout ça il y a une vraie volonté de développer ça derrière, et dans la modernisation des méthodes de travail aujourd'hui, ces espaces de coworking et de télétravail dans les casernes peuvent amener une bonne solution pour avoir des gens plus disponibles immédiatement et sur place. Une idée supplémentaire, le pack habillement suivant l'investissement. Pourquoi ne pas faire un système de valorisation des investissements dans les casernes, des motivés, pour les garder motivés, peut-être un système de points, on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas, avec vraiment des points par rapport à l'investissement, là sous l'égide des chefs de centre évidemment, pour pouvoir équiper au fur et à mesure des gens plus méritants que d'autres. Alors c'est vrai que ça peut être assez particulier à faire, mais c'est possible de pouvoir vraiment... voilà, en termes d'habillement opérationnel classique, dit classique, ou en termes de spécialité, pourquoi pas vraiment faire un système de points pour pouvoir avoir une masse habillement par agent. Également, ce qui est remonté, c'est la vision de MyStart. MyStart, c'est une application de déclenchement et vision des interventions qui permettrait peut-être de valoriser l'investissement, la disponibilité des SPV dans les casernes. Voilà, donc c'est vrai qu'au-delà de leur centre de secours, ils ont la vision effectivement. C'est un outil qui est quand même assez performant. Voilà, pouvoir leur donner la possibilité de voir les interventions, de se loguer, d'anticiper peut-être un départ de disponibilité pour pouvoir être susceptible d'être déclenché, de pouvoir partir sur une intervention, sur un renfort ou autre. Ça peut être intéressant de pouvoir leur mettre ça en place également à certains. Peut-être à tous. Merci Alain. On a reçu 2 questions via le chat, ou je ne sais pas comment on dit, enfin ça marche pas trop mal, donc c'est bien, le club, enfin c'est pour pas faire de la pub. Donc la première, c'était aujourd'hui, il a été remis plus de 40 labels employeurs et il n'y a quasiment pas de SPV présents. Cela n'est-il pas en déphasage avec les retours du questionnaire? Alors, moi, de ma vision de ce que j'en vois, effectivement, donc quarantaine de labels employeurs remis, c'était effectivement très important. Normalement, le choix du vendredi a été justement pour que les employeurs puissent venir, puisqu'ils sont sur leur semaine de travail. Et j'ose espérer, on verra demain, j'espère que c'est la bonne vision. Aujourd'hui, les SPV sont censés travailler ou être dispo peut-être dans leur centre de secours. On ne va pas vider les centres de secours, mais on est vendredi. Donc j'ose espérer que c'est pour ça effectivement que, en tout cas, plusieurs SPV n'ont pas pu être présents. Pour certains, je sais que c'est le cas, puisque effectivement ils me l'ont dit. On verra demain si ça nous donne raison. D'où l'importance de développer les conventions comme on discutait ce matin, pour que les gens puissent être disponibles. On a reçu une deuxième question qui était y a-t-il une remontée sur la fréquence de passage des cadres de l'état-major dans les unités opérationnelles? Moi je ne sais pas vous répondre si c'est suivi, j'en sais rien, on n'a pas de remontée, peut-être que si dans la salle les gens pourront en discuter tout à l'heure. Plus que de savoir la fréquence, c'est j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que ça se remarque, quoi. Et que ça rentre peut-être dans les habitudes, hein, c'est ce qu'on a ressenti quand on a vu ce sondage, que l'état-major vienne visiter les gens, et peu importe où ils sont dans le département. C'est ce qu'on a pu voir. On va passer au slide suivant. Sur la partie des leviers structurels donc matériels, il a été remonté un principe d'appel d'offres mentionnant la priorité aux entreprises avec label employeur. Alors, certainement délicat par rapport aux règles que doivent respecter un appel d'offres, mais voir
certainement pas pour la construction d'un centre de secours entier, mais pour certaines prestations, avoir la possibilité effectivement de favoriser les entreprises qui ont un pourcentage de SPV. Non pas un nombre d'SPV, parce qu'effectivement entre le grand groupe européen ou la petite PME, ce sera compliqué d'avoir un nombre équivalent, mais un pourcentage dans ses effectifs de SPV, ou au moins avoir le label employeur, enfin voilà, favoriser effectivement ces entreprises-là, peut-être pour la tonte des espaces verts dans les centres de secours, pour les repas sur le midi, enfin voilà. Essayer un petit peu de favoriser, toujours pareil, de manière à ce que l'employeur ait un retour sur le fait d'avoir un employé sapeur-pompier volontaire. Et même favoriser des prestations. Il y a des collègues qui sont artisans dans différents corps de métier. Peut-être ce serait bien que la direction les sollicite pour certains travaux et au niveau local. Voilà, c'est exactement ce qui est par rapport au deuxième item, assurer des fonctions au sein du SDIS pour lesquelles le volontaire est formé. Voilà, il y a des conventions employeurs qui se font. Pourquoi pas utiliser les compétences professionnelles du volontaire au sein du SDIS. Voilà, c'est en fonction, dans les groupements, ça peut être utile pour tout domaine où des SPV peuvent apporter. Sous réserve, bien sûr, il y a des gens qui sont déjà en place, c'est leur métier, mais c'est vrai que de rajouter un SPV peut-être qu'en conseil ou autre sur différents items artisanat, la prévention, enfin, tous les domaines, le SDIS, l'échange se ferait, serait assez intéressant pour le SDIS et pour l'agent qui se sentirait valorisé également. Merci Alain. On va passer au point suivant qui rejoignait un petit peu ces histoires d'avoir des gens qui viennent peut-être de la direction dans les CS. Il nous a été remonté d'aller plus vers les CS, dans les notions aussi par exemple de cérémonie, ou la Sainte-Barbe départementale, et on pourra citer qui est toujours à Colomiers, peut-être que ça vaudrait le coup. Enfin, ça nous a été demandé que ça se déplace un petit peu dans le département. Il en est pareil pour la journée nationale qui est historiquement à Tournefeuille, où on a eu beaucoup de retours d'incompréhension pourquoi c'était là-bas alors qu'il n'y avait même pas de CIS. Donc il y a certainement quelque chose à voir de ce côté-là pour avoir un peu de décentralisation dans le département et que ça puisse se déplacer au sein de lui-même. Le dernier point qui parle un peu de lui-même, c'est pérenniser ces assises du volontariat. Donc on a vu cette question comme quoi pas beaucoup de SPV étaient peut-être présents là aujourd'hui. Mais ce qui a été remonté dans le questionnaire, c'est que cette initiative a été très bien accueillie et veut être pérennisée, quoi. Ce qui remonte, c'est toujours intéressant. Les gens se sont sentis valorisés, qu'on leur demande leur avis et qu'ils puissent le donner, quoi. Et être écoutés et être capable aujourd'hui de faire cette restitution devant tout le monde. La présentation PowerPoint est là aussi et sert un peu de référence et de synthèse à tout ça. Et donc, ce qui remonte, c'est de pérenniser cette initiative. Alors, il faudrait peut-être discuter le format et le faire évoluer avec tous les retours qu'on aura eu aujourd'hui. Mais il y a une volonté de pérenniser ces assises du volontariat. On en profite, on a quelques questions qui sont arrivées, questions ou affirmations. Donc, avant qu'elles descendent trop, on fait le point dessus. On a une première remarque sur la démarche de valorisation des SPV jugée méritante. Ne risque-t-elle pas de créer plus de division que de valorisation de l'engagement, activité opérationnelle, vie personnelle, vie professionnelle, rendant certains niveaux de logage plus compliqués? Absolument d'accord sur le principe. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on parle de valorisation, on en a discuté déjà sur le groupe de travail, quand on parle de valorisation aujourd'hui, on va avoir la personne qui n'a pas encore d'emploi, peut-être étudiant ou peut-être carrément sans emploi, qui va avoir une facilité pour se loguer, pour mettre 8 heures par jour sans problème. Et peut-être que la personne qui est à côté ne pourra mettre que 2 heures. Le parent isolé, ça lui coûtera plus au final en termes de demande d'investissement que la personne qui n'a pas de travail, qui n'a pas de famille et qui au final va pouvoir mettre 8 heures. Donc c'est bien pour ça qu'en fait l'objectif n'est pas de valoriser, comme on disait, que le temps de logage, mais que ce soit bien sur l'investissement. Et quand j'entends investissement, ça peut être sur de la formation, ça peut être sur de l'investissement au sein du centre de secours, sur des choses faites annexes. Aujourd'hui, il y a des centres de secours qui ont leur propre
réseau sur APIS, etc., pour faire fonctionner le centre. Aujourd'hui, faire fonctionner un centre, être un soutien pour un centre, c'est pas forcément que de l'opérationnel. Il y a une grosse partie d'opérationnel, on est d'accord. Mais sur des centres volontaires, il y a beaucoup de fonctions également annexes qu'on peut réaliser de chez soi ou de la caserne sans forcément être disponible en journée ou en soirée. Donc clairement, on est bien d'accord que ce ne serait pas de la reconnaissance que sur des heures de log. Et en complément, c'est surtout une complémentarité qu'on attend de la part de tous les sapeurs-pompiers volontaires. On a besoin de sapeurs-pompiers volontaires qui soient disponibles sur intervention, mais on a besoin aussi de tout le monde. Si on a un peu de disponibilité, ça permettra petit à petit de remplir les différents potentiels opérationnels. Une autre question qu'on a sur la démarche de valorisation du volontariat, enfin, affirmation, pardon. Donc cette démarche de valorisation, notamment sur la partie que disait Cédric, au niveau de favoriser les artisans, par exemple sapeurs-pompiers volontaires, ce qui nous est dit, en fait, c'est que ça existe déjà au travers de Terroirs engagés. Terroirs engagés qui est porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et qui aujourd'hui, effectivement, n'a pas réellement de personnes qui se sont déclarées, ou en tout cas pas beaucoup de personnes qui sont déclarées sur Terroirs engagés. Alors, au-delà, je pense, du principe, effectivement, de terroir engagé, je pense que c'est quelque chose qu'on peut compléter, où on peut communiquer dessus. Certains départements ont plus de monde sur terroir engagé que d'autres, mais concrètement, en fait, effectivement, pas besoin de réinventer quelque chose qui existe, mais en tout cas, de le valoriser, de le mettre en avant plus régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que si un volontaire demain a besoin, un volontaire ou un professionnel ou un PATS a besoin demain d'un maçon chez lui, il va aller sur le site Terroir engagé chercher le maçon volontaire. Parce qu'on n'a pas ce réflexe, parce qu'il n'y a pas peut-être assez de communication dessus. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que ce soit un réflexe, de manière à ce qu'effectivement ce soit une plus-value d'être dessus. Certaines personnes qui sont dessus pour avoir eu l'occasion d'échanger avec eux, non, il n'y a pas tellement de retour. Donc ça viendrait effectivement compléter le fait d'être sollicité par le SDIS, mais également de communiquer beaucoup plus sur terroir engagé, beaucoup plus régulièrement, de remettre des piqûres de rappel. Oui, d'autres questions arrivent, merci beaucoup, on les traitera un peu à la suite, on va avancer sur notre présentation. Merci. Le premier, alors on change de levier, on passe sur des leviers liés à la formation. Le premier point qui nous a été remonté, c'est cette idée de point, encore une fois, pas pour les moyens du SDIS cette fois-ci, mais pour de la formation. Donc suivant l'investissement des gens. L'idée, c'est je donne du temps, j'attends du retour, et ce retour peut être donc du coup fait sur des formations, avec un système de points qui du coup sera un système plus honnête, que peut-être croiser quelqu'un dans le couloir en disant t'es dispo pour la prochaine formation. Donc l'idée c'est voilà, des gens disponibles, présents. Alors c'est bien de ne pas parler que de la disponibilité, mais d'être présent et investi pour être capable après derrière d'obtenir des formations liées à ça, puisqu'on sait que les spécialités aussi demandent de la disponibilité et de l'investissement. Donc de le lier à ça, c'est quelque chose qui a été remonté, qui paraît intéressant. Oui, également une remontée concernant la formation des agents, certains métiers comme, par exemple, le SIAP. C'est un point qui allait être abordé tout à l'heure. On parle notamment du compte engagement citoyen. Pourquoi pas arriver sur un système comme un compte personnel de formation. On parle beaucoup de points, mais effectivement, peut-être avoir un système pour former les agents sur des métiers ou des fonctions ou des formations professionnelles. Évidemment, pour le compte SDIS, il faut que ça serve peut-être au SDIS, mais également ça sert surtout à l'agent. Donc voilà la remontée qu'on peut avoir au niveau de formation qui peut être payée par le SDIS par le biais de comptes de formation. Et sur le dernier point, on est sur le recrutement sans concours de sapeurs-pompiers volontaires méritants. L'objectif étant aujourd'hui, concrètement, la loi le permet pour 2 formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels organisée avec concours, il y a l'autorisation de faire une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels sans concours. Certains départements le font, et aujourd'hui ce serait quelque chose qui serait bien vu sur des personnes qui s'engagent, avec un minimum, on pourrait partir sur un minimum d'années, un minimum d'engagement, avec un avis du chef de centre, avec un avis du service formation, avec
de la disponibilité sur des astreintes en journée, suivant ce que peut faire la personne. Toujours pareil, parlons pas forcément que de disponibilité, mais ça aurait deux aspects positifs. Le premier aspect positif, c'est que la personne qui s'engage volontaire, très souvent, son objectif derrière est également de passer sapeur-pompier professionnel par la suite. Donc ça pourrait lui permettre effectivement d'avoir cet objectif et de lui donner envie de s'investir, d'être très rigoureux pendant ces 5 ans au minimum pour pouvoir prétendre à ce genre de poste. Donc on aurait effectivement pendant cette période-là des volontaires engagés, motivés, présents sur leur FMA, etc. Avec cet objectif en tête. Et je pense que quand on a été pendant 5 ans comme ça, on s'est donné quand même l'habitude d'être comme ça et on a tendance un petit peu à le rester. Bien. On fera les questions un peu après. On va sur la suite, merci. Alain, je vais te laisser parler. On va parler maintenant des leviers financiers et avantages en nature, qui est le dernier levier. Et c'est les 2 derniers slides, promis. Et après, on va passer à une activité un peu sympathique, organisée par Marie. Voilà, des remontées concernant l'augmentation peut-être de la prime, l'indemnité de la disponibilité pour les volontaires. Voilà, même si beaucoup de SPV disent que il ne faut pas ça pour l'argent, effectivement, ça c'est un peu secondaire. C'est vrai qu'une revalorisation de l'augmentation de cette indemnité serait intéressante pour eux, sur le logage en journée, qui est différente à l'astreinte, évidemment. Mais voilà, ça permettrait peut-être de revoir certains SPV, beaucoup de SPV dans les casernes, pour pouvoir assurer le service public correctement. Donc effectivement, cette indemnité peut-être à revaloriser ou à revoir au niveau du montant. Une partie sur les impôts locaux. Alors on a eu pendant cette préparation sur les questionnaires certains types d'impôts, d'avantages, j'ai envie de dire, au niveau des impôts, qui nous ont été amenés, impôts sur le revenu, ce genre de choses. Et là, on est sur quelque chose réellement de national. Par contre, on s'est consacré sur quelque chose d'un peu plus local, départemental. Et effectivement, aujourd'hui, être sapeur-pompier volontaire, habituellement, on doit être dans le secteur du centre de secours. Un secteur de centre de secours, c'est forcément le chef-lieu du secteur, donc le secteur où c'est le plus cher pour se loger. Et donc l'objectif serait derrière d'avoir une partie de dédommagement, c'est-à-dire que peut-être sur tout le secteur couvert par le centre de secours, faire une moyenne peut-être d'une taxe foncière et se dire que la différence pourrait être prise en compte au niveau du logement, pour tout ou partie, sur les ordures ménagères. Des choses qui sont en fait à la maille locale, sans avoir à bouger de grandes lignes nationales, on peut déjà faire quelque chose au niveau local. Merci. On va parler de la garde d'enfants, quelque chose qui nous a été remonté. On sait qu'il y a des initiatives en cours. L'idée, au moment où on veut plus de diversité aussi chez les pompiers, c'est de ne pas se limiter à cause de ça. J'aime pas trop parler comme ça, mais l'idée, ça serait de donner de la flexibilité pour avoir de la garde d'enfants et permettre à nos pompiers de partir en intervention, même s'ils ont des enfants à charge, où on parle aussi de parents isolés, puisque beaucoup de SPV arrêtent quand ils sont parents isolés. Et c'est un peu dommage quand on a investi dans la formation de gens. Le point d'après, c'est l'amélioration de l'employabilité des volontaires. C'est quelque chose qui paraît très intéressant. C'est plutôt une force, ce qu'on a encore discuté ce matin, d'être pompier volontaire. Des gens qui ont plutôt un bon état d'esprit, qui ont des compétences autres, une autre vision aussi. Et donc d'améliorer cette employabilité-là, plutôt que d'arriver chez l'employeur et de dire je suis SPV, oula, ça veut dire que tu ne vas pas être là. De développer ça pour que ce soit quelque chose de dire, tiens, j'ai 2 personnes qui postulent, j'en ai un qui est SPV. Ça a un intérêt non négligeable pour l'entreprise. Je vais te laisser Marc la suite. Pour la suite, effectivement, donc, être intégré au CE du conseil départemental et du SDIS par rapport aux avantages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a ce comité d'entreprise pour des vacances, pour des réductions, pour des chèques vacances, ce genre de choses au niveau du SDIS. Au niveau du département, et c'est vrai que les sapeurs-pompiers volontaires sont quand même, font partie du SDIS, font partie forcément donc, du conseil départemental. Et donc effectivement, dans ce qui est remonté, ce serait le principe de pouvoir profiter de ces mêmes avantages. Ce qui suit également, ce sont les chèques emploi-service. Aujourd'hui, on est tous conscients que les CESU, on est tous conscients aujourd'hui
que être sapeur-pompier volontaire, ça nous demande du temps à la caserne, l'entretien des locaux, par exemple. Quand on fait l'entretien des locaux, on ne fait pas l'entretien de la maison. Entretien des locaux, intervention, manœuvre, ça demande du temps où on n'est pas chez nous. Et c'est peut-être un peu compliqué de redonner ces missions aux conjoints, ou voire même que ça ne se fasse pas parce qu'il n'y a pas de conjoint pour le faire. L'objectif serait, je ne suis pas là peut-être pour tailler la haie, je ne suis pas là pour tourner la pelouse, je ne suis pas là pour faire le ménage, quelqu'un le fait. J'ai la possibilité de payer quelqu'un qui va venir le faire pendant que moi je suis occupé, surtout que des fois je suis occupé à le faire, mais à la caserne. Merci Marc. On va passer au prochain slide, merci. Alors on va parler des astreintes en journée, c'est quelque chose qui nous remonte. Aujourd'hui il n'y a que de l'astreinte de nuit. Dans des centres volontaires, il peut être intéressant de développer de l'astreinte de jour pour par exemple des gens qui travaillent la nuit et pour être capable de remplir les centres la journée. On peut parler de ça aussi pour le développement de gardes postés peut-être un peu plus largement et ça rejoint toutes les initiatives que l'on a autour du télétravail, etc. Mais c'est encore d'amener de la flexibilité et de la capacité d'avoir de l'astreinte comme ça en journée. Pour avoir eu des échanges dernièrement sur le sujet aujourd'hui, effectivement, ces astreintes en journée, par rapport aux gens qui travaillent la nuit, ça leur permettrait de faire leurs astreintes en journée. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut permettre également ? Aujourd'hui, un employeur, on va lui dire, on va vous prendre votre sapeur-pompier volontaire pendant quelques heures la journée. Alors on ne sait pas tout à fait combien de temps, on ne sait pas tout à fait quel jour, mais voilà, il faut qu'il soit disponible. Ça peut compliquer pour certains employeurs. Et l'objectif peut-être c'est que si la personne a la possibilité de se mettre en astreinte en journée et que sa convention le permette, ce serait de lui dire voilà, le mardi tous les 15 jours vous n'avez pas votre employé parce que il est d'astreinte chez lui. On ne parle pas forcément de garde postée, mais il est d'astreinte chez lui. Donc ces jours-là, vous savez que vous pouvez faire votre planning, j'ai envie de dire, sans lui. Donc certains employeurs, ça peut leur faciliter un petit peu la vie sur le sujet. Le crédit d'impôt, le crédit d'impôt, on est un peu plus sur j'ai envie de dire, de l'information, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est défendu au niveau national par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. L'objectif serait qu'effectivement il y ait un crédit d'impôt, alors dans ce qui est défendu aujourd'hui, un crédit d'impôt de fait, par rapport à la disponibilité sur les astreintes et la disponibilité en journée des sapeurs-pompiers volontaires. Alors c'est en discussion parce que ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, sur le principe où est-ce que si on joue que sur la dispo, on a le vrai sujet. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en discussion, mais en tout cas voilà, le crédit d'impôt, pourquoi le choix d'un crédit d'impôt également, et non pas une baisse des impôts, c'est tout simplement parce qu'en fait, une baisse d'impôt, quand on n'en paye pas, on n'a pas de baisse d'impôt. Par contre, un crédit d'impôt, quand on n'en paye pas, effectivement, c'est quelque chose qui va nous être donné. On a également, dans la suite, l'accès aux logements sociaux. Donc effectivement, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, l'accès aux logements sociaux. Il y a des arrêtés qui sont signés, c'est quelque chose de fait pour prioriser les sapeurs-pompiers volontaires, et c'est une très bonne action, ça marche dans beaucoup d'endroits. Ce qui est remonté, c'est que ça ne marche pas partout. Et donc il serait intéressant peut-être, au niveau du département, au niveau du SDIS, de faire une communication là-dessus, de manière à s'assurer que tous les offices HLM, tous les gestionnaires d'HLM soient bien au courant et que ces dossiers soient favorisés effectivement lors de l'attribution des logements. Oui, le compte engagement citoyen, on en a parlé, donc on va gagner un petit peu de temps là-dessus. Et le dernier point, c'est les SDIS garants pour l'accès au logement et au crédit. Marc, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, sur le SDIS garant pour accès au logement et crédit, toujours pareil. On retrouve plusieurs éléments. Si on prend l'accès au logement, effectivement, toujours pareil. Être pompier volontaire, c'est être proche de la caserne. La caserne, elle est dans le chef-lieu, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc forcément, inévitablement, ça va coûter plus cher de se loger. L'objectif n'est pas qu'être sapeur-pompier volontaire, ça coûte de l'argent de notre côté. Donc ce serait effectivement d'avoir la possibilité d'avoir soit une aide du SDIS qui se porterait garant, peut-être plus compliqué, ou alors comme certains départements l'ont fait, et on en a encore parlé la semaine dernière, le SDIS fait des crédits
à 0%. Alors il y a un plafond, mais pour leurs sapeurs-pompiers volontaires, minimum 5 ans. Donc ça, c'est les critères définis dans ces départements-là. Hein. Minimum 5 ans, donc soit taux préférentiel, soit 0 suivant les montants. Et par contre, le temps du crédit, la personne doit rester et doit donc participer à la vie de caserne, etc. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour fidéliser, en partie. Si la personne s'en va avant, ben, le remboursement du crédit doit se faire. Enfin, voilà. Ils ont mis des barrières, j'ai envie de dire, mais concrètement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pourrait faciliter la vie. Alors, pas que pour l'accès au logement, mais peut-être pour l'achat d'une voiture, pour répondre au BIP, ça peut être pour plein de choses, mais qui serait réellement un avantage. On pourrait s'inspirer de ces départements, de ce qu'ils ont mis en place. Merci Marc. On va passer sur le tout dernier, qui est un merci à tous les gens qui ont pu participer à cette étude. Merci à tous les CS qui nous ont accueillis à travers le département. C'était important pour nous. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Vu qu'on a été assez long sur la reconnaissance, on va passer sur la partie appartenance, mais avant je voulais quand même lire quelques propositions qui ont émergé de la part du retour du WUCLAP. Donc, je voulais juste, la fidélisation de l'engagement SPV est souvent étroitement liée à la dynamique d'équipes fédérées dans le CIS. Une proposition d'organiser un moyen de centraliser les retours d'expérience des initiatives locales, des amicales ou des CS qui portent leurs fruits dans le bien vivre ensemble. Donc récupérer un peu, mutualiser toutes les initiatives et les bonnes initiatives qui sont à prendre, c'est des propositions qui peuvent être faites pour développer ce bien vivre ensemble et tendre vers la complémentarité. Et pour passer sur... Marc, tu voulais rajouter un truc dessus ? C'est juste après, par rapport concrètement, par rapport à toutes les questions, on ne va pas avoir le temps de toutes les lire, ou toutes les affirmations. Déjà, merci d'avoir joué le jeu, parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments pertinents. Et ce qui serait bien derrière, c'est que dans le comité de suivi, puisqu'il va y avoir un comité de suivi, on puisse faire une foire aux questions. Je vous promets qu'on mettra vos questions et qu'on apportera une réponse pour ne pas vous laisser sur votre faim. Et ensuite, pour passer sur l'appartenance, il y avait une question qui était à la limite entre la reconnaissance et l'appartenance. Une idée de créer des moments permettant l'interconnaissance entre les services. Exemple, recevoir en centre de secours le service prévention, le service des psychologues, le service sport. Et l'interconnaissance favorise le sentiment d'appartenance car il met du sens dans la mission de chacun. Donc ça fait la transition tout de suite avec la partie reconnaissance et la partie appartenance, sur lequel on a travaillé avec l'ensemble du groupe de travail et notamment Marie Simian. On peut passer sur l'autre diapositive. Donc avant de parler de la partie appartenance, on a beaucoup échangé au sein du groupe de travail et avec les autres sapeurs-pompiers volontaires qui sont venus nous rejoindre à différentes occasions sur l'appartenance. Au sein du SDIS de Haute-Garonne, on a une appartenance qui est très développée au niveau des centres de secours et chacun a une identité. Si on redéfinit ce que c'est que l'appartenance, c'est l'appartenance à une communauté. Et l'idée, ça serait de le développer en tendant vers l'appartenance à la communauté. Et la communauté, c'est la communauté départementale. Néanmoins, avant de pouvoir travailler sur cette partie, on est parti sur le symbole de se connaître avant de se reconnaître. Donc Marie, je vais te laisser sortir la carte qu'on a fait. On a réussi à réunir tous les écussons de chaque centre de secours du département qui ont été créés à la fois par les amicales et les centres de secours et pour pouvoir expliquer différentes histoires de création de ces écussons et en plus, au final, on partira sur l'histoire de l'écusson départemental pour recentrer sur la départementalisation au sein du SDIS de Haute-Garonne qui est départementalisé depuis plus de 35 ans. Marie ? Non. Il faut s'aligner pour BFM TV. Ah oui, il ne faut pas se mettre de côté. Du coup, on a demandé Service Prévision de nous faire une carte. Donc c'est la carte du département. Jusque-là, vous la connaissez. Il y en a 38. Si jamais je vous vois compter.
parce qu'il en manque un ici qui n'a pas encore été édité, mais qu'on espère trouver un jour. Cette carte a la vocation à partir, si jamais ça intéresse, au SDIS directement. Sinon, j'ai déjà plusieurs offres pour les casernes qui la voudraient bien. Donc, se connaître avant de se reconnaître, il nous a apparu important de pouvoir voir l'identité de chaque personne, de chaque caserne, bien sûr, bien qu'en fait, on soit tous régis par la même corporation qui est celle du SDIS 31, et de l'UD aussi, qui fait le lien puisque nos écussons, nos amicales et la vie au CES dont on a parlé pas mal est quand même liée sur le réseau associatif, donc, qui est donc l'UDSP 31 et qui co-organise aussi ces assises. Donc d'où l'importance. On a réussi à répertorier quelques histoires. Le but, ce serait vraiment de pouvoir numériser cette carte par la suite et que chaque CES puisse en bénéficier. Alors peut-être pas avec les vrais écussons comme ceux-ci, mais en tout cas qu'on puisse vraiment se connaître, puisque je vois que ça intéresse quand même pas mal de personnes, et connaître les histoires. Donc on en a répertorié quelques-unes. Typiquement, l'écusson de Roufiac, qui a été remis au goût du jour en 2018. Avant, pour ceux qui connaissaient, c'était des fontaines, parce que je pense que c'est une ville où il y en a plusieurs, 7, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, aujourd'hui, ils sont revenus sur une tradition qu'il y avait fondamentalement dans leur CS, qui était d'envoyer les nouvelles recrues chercher du lait à la ferme tout près. Sauf qu'en fait, dans cette ferme, il n'y avait pas de vache, c'était un taureau. Et donc c'était vraiment la surprise du jeune engagé qui revenait bredouille au CIS en jurant de ne plus jamais se faire avoir et qui envoyait certainement le prochain. Donc j'imagine que c'était un peu le running gag qui fait que c'est de tradition et qu'aujourd'hui ils ont mis à l'honneur ce taureau. Ensuite, j'ai Cadour aussi qui nous a envoyé l'explication du logo de l'écusson qui a été refait récemment aussi, qui leur permet de mettre à l'honneur la couleur violette, qui du coup représente l'ail, qui est pour eux le joyau local de cette région. Ensuite, on a Fronton, dont je saurais un petit peu plus parler pour le coup, je vais me décaler. Fronton, tout là-haut, nord du département aussi, c'est une caserne qui va fêter ses 90 ans d'existence l'an prochain, en 2025, et qui en fait a toujours arboré les couleurs, les symboles de sa ville. Donc très simplement, il y a la croix des chevaliers de Malte qui ont construit la ville au XIIe siècle, avec le jarre qui était le symbole de la liberté qui figurait sur les blasons, et la vigne, parce qu'on saurait pas assez vous parler du vin à Fronton. Voilà, sur ce fond vert, voilà, ce sont les couleurs. J'en ai d'autres, mais je pense qu'il y a peut-être des présidents d'amicales ou même des personnes qui sont engagées dans la CS et qui pourraient peut-être nous parler des écussons autres que j'ai pas forcément par écrit, mais je crois que j'ai discuté tout à l'heure avec le président de l'amicale du Fousseret, qui pourrait peut-être nous toucher un mot sur la conception de l'écusson. J'avais aussi échangé avec mon état-major au 49 chemin de la Murier à Colomiers, avec l'école départementale et le centre de secours de Colomiers qui défend la partie ouest de la Haute-Garonne. Toute cette histoire a permis une construction d'identité aussi au niveau départemental, avec récemment par un groupe de travail et qui a créé ce nouvel écusson, signe de modernité pour les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Donc on a le casque, donc la forme symbole des sapeurs-pompiers comme on le voit et qu'on reconnaît sur notre écusson. Les valeurs qui ont été définies avec la protection tout autour du casque avec l'outline extérieure, le secours à personne et la dimension humaine du métier. Donc on en reparlera, la dimension humaine et la recherche de contact sur l'appartenance et sur la reconnaissance, c'est quelque chose qui est prégnant dans tous les échanges qu'on a pu avoir. Les couleurs de l'écusson, donc du dégradé turquoise qui rappelle le bleu du conseil départemental et l'eau bleu-gris, le rouge symbolisant le feu et l'alerte, et un dégradé qui donne du relief et du dynamisme. Sur les lettrages du SDIS 31, on a un S qui exprime la route, l'agglomération, le secours routier, et le D et le I qui rappellent
côté incendie-feu des sapeurs-pompiers. La volonté, c'était aussi de dynamiser cet ancien écusson qu'on avait. Et donc, on a une police de caractère avec la police Gotham, qui est une typographie moderne, solide et stable, qui évoque le professionnalisme, l'excellence du SDIS de Haute-Garonne. Voilà, sur la partie départementale et sur le fait de se connaître avant de se reconnaître. Aujourd'hui, on a vu que chacun se reconnaissait dans la communauté. Aujourd'hui, la communauté départementale, avec cet écusson, permettra à chacun de s'identifier. Tu voulais conclure sur... En fait, je vais conclure cet atelier. Et il me paraît essentiel, vous avez pu le relever, qu'en fait, il faut recréer du lien. Je pense que l'humain est essentiel dans notre corporation et le fait de confiance et un dialogue entre tous les éléments qui composent et toutes les identités qui composent le SDIS 31. Voilà. Et gardez des applaudissements, bien évidemment, parce qu'on va enchaîner avec une table ronde. J'aimerais qu'on applaudisse chaleureusement, s'il vous plaît, Sébastien, Enzo, Alain, Sylvain, Mathieu, Marie, Frédéric, Marc, Cédric et Tanguy. Merci, madame et messieurs. Merci infiniment pour ces deux belles présentations.